Bien chaud, on les avait bien chauds. Il y avait de l'animation. Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct du salon Agrimax pour parler de la fragmentation marketing. Est-ce un risque pour l'élevage français? Je vais pouvoir en discuter avec Pascal Cardax. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes responsable technique de l'ORCA. Juste à vos côtés, Franck Bellaca. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur d'Interbev Grand Est. À ma droite, Olivier Rambert. Bonjour. Bonjour. Vous êtes organisateur notamment de la vente aux enchères dont on va parler et aussi directeur bien sûr avant tout d'Interlim Génétique donc pour service pour la race Limousin. Et Martial Auster, bonjour. Bonjour. Vous êtes éleveur et président du syndicat Limousin de la Moselle. Alors il y a eu une vente aux enchères de Limousin, comment ça s'est passé? Ça s'est très bien passé. En fait, tous les ans, Interlim accompagne les éleveurs du Grand Est en race bovine limousine pour organiser une vente aux enchères. Voilà, donc on vend entre 4 et 6 génisses de l'année inscrites d'un super niveau génétique. Et voilà, notre travail, c'est de les valoriser au mieux auprès d'une clientèle française ou internationale. Olivier, ça s'est bien passé. Pourtant, il y a le Covid, la crise, enfin, il y a plein de facteurs qui auraient pu faire que ça se passe mal. Oui, complètement. C'est très compliqué en ce moment. Voilà, on a pu un petit peu l'anticiper. On a des clients qui nous font confiance, qui malheureusement, et c'est là où est la complexité, c'est-à-dire qu'en plus d'avoir un contexte difficile, ils ne peuvent pas se déplacer. Donc voilà, ils nous font confiance. Nous, on existe depuis 30 ans, donc bon, j'ose espérer quand même qu'on ait une clientèle qui nous fasse toute confiance. Voilà, donc on leur envoie des photos, des vidéos. Il y a des noms qui leur parlent aujourd'hui, notamment l'élevage austère, les deux vallées austères, voilà, ou les mésanges, voilà, qui savent très bien ce que ça signifie comme génétique et comme qualité de race limousine. Et puis après, voilà, donc les enchères se sont bien déroulées. On a un bilan qui est tout à fait positif. Les femelles ont été commercialisées, 2 sur la France et 2 sur l'étranger, en Belgique, chez un éleveur voisin, et puis au Portugal. Donc super. Ça veut dire qu'ils étaient au téléphone, ils voyaient des photos et ils ont acheté. Exact. Et les prix se sont maintenus. Les prix sont bons. C'est des prix qui clairement valorisent une génétique, un travail. Voilà. Non, les éleveurs sont satisfaits. Bon, la race limousine, bien sûr, vous y croyez. Aujourd'hui, il faut miser sur une seule race, la développer. Comment vous voyez la chose, vous? Non, je pense qu'aujourd'hui il y a de la place quand même pour plusieurs races. Après, bien sûr, chacun va défendre sa race pour ses qualités et puis sa facilité d'élevage. Aujourd'hui, il y a les troupeaux qui augmentent, il y a la main-d'œuvre qui diminue sur les exploitations. Il faut chercher des races qui sont faciles à vivre. Donc des vaches qui vont bien véler, qui vont bien élever leurs veaux, qui demandent moins de surveillance, quoi. Concrètement, au niveau d'un élevage comme le vôtre, il y a des problèmes structurels, mais il y a des problèmes conjoncturels liés à la sécheresse. Et ici, dans cette région, ça fait 3 ans que vous prenez le bouillon. Tout à fait, ça fait 3 ans qu'on prend un bouillon. On tape dans nos stocks de l'hiver déjà à partir du mois de juillet. Et puis les stocks, c'est pas éternel et puis c'est en train de partir. Donc il y a des gens qui vont vendre des vaches, il y en a d'autres qui vont chercher des fourrages à des prix très très chers. La question va se poser, c'est est-ce que les vaches qui vont partir vont revenir un jour ou pas, quoi, cette exploitation. Le prix, il faut arriver à vendre sa génétique au meilleur prix, il faut arriver à vendre ses bêtes au meilleur prix. Et pour valoriser, justement, Pascal Cardax, vous avez communiqué beaucoup sur Primaire. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors oui, je peux en parler. C'est un contrat qui a été signé avec Carrefour, qui est un contrat national, sur lequel on mise beaucoup pour 3 raisons. C'est un contrat qui est rémunérateur pour l'éleveur et qui amène en fait la satisfaction en fait aux consommateurs. C'est quand même deux points importants. Alors, quand on regarde un peu ce qui se passe au niveau de la consommation de viande, on voit que ça baisse autour de 1% par an, et cette année c'est encore plus fort. À un moment donné, il faut quand même satisfaire en fait les besoins ou en tout cas les envies en fait des consommateurs qui sont multiples. Certes, il y a la qualité, mais il n'y a pas que ça. Il y a le bien-être animal, il y a l'empreinte environnementale en fait de l'exploitation. On parle d'OGM, on parle de sans antibiotiques. Donc c'est des contrats, en fait, un contrat qui est assez abouti,
qui correspond en fait ou qui amène en fait des points toujours positifs par rapport à la demande du consommateur, et c'est ça qui est important. Donc sur ce point-là, j'ai pas forcément beaucoup d'inquiétude. Alors c'est de la viande qui va être vendue en fait en libre service, ça sera pas au rayon boucherie, avec voilà une qualité qui devrait être permanente. Alors il y a un cas des charges qui est assez spécifique, qui demande en fait de l'accompagnement technique pour nos éleveurs, et c'est notre rôle en fait de les accompagner. En contrepartie, il y a bien sûr en fait un prix qu'on dit rémunérateur, et le prix est stable toute l'année. C'est-à-dire qu'il ne va pas fluctuer, et ça c'est quand même un point extrêmement important. Les adhérents nous demandent toujours faites-moi un contrat avec un prix rémunérateur. Et donc une marge à quelque part garantie. Quand on fait, voilà, on a débuté nous en tout cas au niveau de l'Orca élevage, la commercialisation des premiers animaux début septembre. Donc on débute, on commence à acquérir en fait des références. Quand on regarde en fait la rentabilité de cette production là, on est très satisfait en fait. Les éleveurs démarrent, on fera des bilans de l'eau bien sûr par la suite, mais on a tout en tout cas les éléments aujourd'hui pour vendre ce produit en fait ou ce contrat-là dans les élevages. Et voilà, on n'en a pas 36 aujourd'hui. Alors bien sûr qu'on cherche en fait à avoir des contrats de ce type-là. Il y a le label, il y a l'élevage bio, il y a le contrat McDo. Tout ça, c'est des contrats aujourd'hui sur lesquels on mise, enfin des contrats ou des signes de qualité. Et voilà, donc on essaye de notre côté parce qu'aujourd'hui, il faut contractualiser en fait auprès de nos éleveurs pour au moins leur garantir un minimum de marge de revenus. Autrement, ça va être compliqué pour les éleveurs. Pascal, vous savez qu'il y a deux écoles là-dedans. Il y a une école qui dit qu'il faut avoir le minimum de signes distinctifs de façon à pouvoir communiquer parce que le consommateur, il reconnaît qu'un petit nombre en fait, de signes distinctifs. Si tous les distributeurs font leur marque, leur label, on n'en finira plus. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est Carrefour qui a lancé qui a tiré le premier en fait, qui a lancé le premier ce contrat-là. Leclerc l'avait déjà fait un peu avant. Bon, voilà, mais à un moment donné, c'est les distributeurs en fait qui sont venus nous chercher. Alors, on travaille bien sûr avec les abatteurs, mais le distributeur, comme McDonald's en fait, est venu nous demander si on pouvait produire des JB McDo, chose qu'on a répondu depuis maintenant 13 ans. Donc, on a quand même de l'arriéré sur ce contrat-là. Et aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que quand ils s'engagent, ils ne veulent pas le quitter. Là, on a certes, j'allais dire, une grande enseigne en fait, qui nous propose de faire ce contrat-là. On pourra bien sûr, enfin c'est libre, à un moment donné, on aura quand même un quota à respecter, parce que la demande, elle est croissante aujourd'hui, mais j'imagine qu'au fur et à mesure du temps, ça va être comme les JB McDo, on aura en fait une référence à produire. Avant d'être, j'allais dire, en limite de production, on a encore le temps de voir les choses. Donc, étudions peut-être d'autres contrats aussi. Moi, on est complètement ouvert par rapport à ça. En tout cas, là, Carrefour, ça a été signé. On le propose en attendant peut-être d'autres contrats qui seront toujours aussi valorisateurs en fait, en termes de rémunération et au niveau besoin des consommateurs. Franck Bellaka. Là, je pense qu'en parlant dans le contrat, Pascal, ce qu'il a en tête, c'est le développement du label rouge. C'est une volonté qui est issue des états généraux de l'alimentation. C'est affiché par la filière et par l'interprofession. En région Grand Est, on a signé le 30 septembre un partenariat avec les principales ODG, donc les organismes de gestion et de défense des labels rouges sur les principales races présentes pour développer du label rouge local, c'est-à-dire répondre au maximum des attentes. Après, par rapport à la remarque de Pascal et aux demandes des enseignes, on sent bien qu'il y a un mixte entre le fait de répondre à l'attente consommateur, d'avoir du local, du bien-être, de l'environnement, un prix aussi, et la volonté des uns et des autres de vouloir se démarquer. En fait, puisqu'on est vraiment, on est tous d'accord sur le fait que la multisegmentation éclate les volumes. Mais par contre, chacun a besoin de se démarquer un peu. Donc, d'où l'intérêt, en tout cas sur le segment label, d'y aller collectivement sur un cahier des charges qui est le même sur le territoire national. Et notre petit plus, puisqu'on a un historique sur le territoire Grand Est avec des marques qui vont avoir 30 ans l'année prochaine, c'est justement de se dire on peut faire du label rouge local. Donc la contractualisation, c'est très bien. C'est un des outils d'ailleurs qui est prôné par la filière. La fragmentation, c'est une perte d'énergie. À mon sens,
Oui, après, il faut bien être capable de répondre aussi à une demande. Quand Pascal dit qu'une enseigne le contacte, c'est difficile, je pense, pour lui de ne pas répondre. Donc il faut trouver le mix par rapport à la contractualisation. Un petit mot quand même. Dans le label rouge, il y a maintenant l'obligation de la contractualisation, et la prise en compte des coûts de production et qui tient compte du prix de revient de chaque animal. Donc voilà, ça répond à des attentes consommateurs, à des attentes filières. Il y a des acteurs au sein même de l'interprofession. L'interprofession, elle fait 22 familles, donc avec des secteurs différents de la production à la distribution. À la distribution, Pascal a parlé du rayon libre-service. Il y a aussi les rayons dits traditionnels. Vous avez aussi les boucheries artisanales, les différents circuits de restauration. Donc il faut un peu des viandes pour tous les circuits. Alors il y a quelque chose que je ne comprends pas. Le label rouge, tout le monde connaît, c'est comme le bio. Enfin, c'est vraiment le cheval de Troie sur lequel on pourrait rentrer dans le marché. Le seul problème, c'est que ça fait 2-3% au maximum du marché. Pourquoi ce retard ? Alors, je me lance dans une interprétation purement personnelle. On a évoqué de la segmentation. Il y a un moment, il faut se dire que sur d'autres filières, notamment la volaille, ils ont fait le choix à un moment de partir sous cette bannière label. Et donc, du coup, le consommateur l'a identifié comme tel. On peut aussi faire la même réflexion sur l'agriculture biologique. Elle se retrouve derrière un logo qui parle. C'est pareil, on est sur des pourcentages relativement faibles par rapport à la consommation. Mais en fait, quelle que soit la marque de commercialisation, le consommateur, il se rattache à un logo. Et l'idée au niveau interprofession, c'est de se dire que justement, il va se rattacher à ce logo label rouge qu'il connaît. Maintenant, il ne faut pas qu'on le déçoive sur la qualité. On a de quoi faire. On a aussi la nécessité de répondre à plusieurs acteurs, parce que tout le monde ne pourra pas faire du label non plus, même si l'objectif du plan de filière il est de 40% de viande bovine commercialisée en label rouge à l'horizon de 2025. Donc on a un champ des possibles assez important. On sent qu'en tout cas, sur le rapprochement local et label rouge, on arrive à faire bouger les choses. Et puis à l'étranger, il faut y aller avec une seule marque, c'est laquelle ? Alors sur l'étranger, c'est vrai qu'on nous cite souvent en exemple l'Irlande avec Origin Green. Sur l'étranger, on a une marque qui s'appelle French Beef. À l'occasion d'un colloque hier avec les éleveurs, en fait, on s'est rendu compte que ceux qui produisent les animaux qui sont exportés ne savent pas forcément ce qui est fait au niveau international. Les multi-rencontres commerciales, les salons de ce type-là, mais à l'étranger, les rencontres avec les futurs clients, cette marque collective. Donc c'est vrai que sur le territoire français, on va avoir plein de marques, plein de segmentations. Par contre, collectivement sur l'export, on a une marque donc French Beef avec pas forcément une identification des outils d'abattage à l'origine de cette viande-là. Parce que c'est vrai qu'à l'étranger, les Irlandais, c'est quand même un peu l'exemple. Et Olivier Rambert, vous avez vécu en Irlande, je crois, donc vous pouvez en parler. Les Irlandais sont très forts. Ils ont une marque, une race qui mettent vraiment bien en avant. Et puis, à la conquête du marché. Alors ils sont très forts, oui, ils sont très forts, mais je pense que les deux systèmes d'élevage ne sont pas comparables. On a en France, nous, ici, une diversité de terroirs, de reliefs, de climat, et nos races, avec toute leur diversité, se sont modelées en fonction de ça. Voilà, donc on a tout intérêt à continuer à travailler ces races, nos races. Je parle des bovins allaitants, mais il y a aussi beaucoup d'autres espèces et d'autres races pour chaque espèce. Donc voilà, cultiver cette diversité de races, c'est très important. Faire savoir reconnaître ces terroirs, ces méthodes d'élevage. Les Irlandais sont très bons, mais encore une fois, voilà, ils ont un climat dans l'ensemble sur le pays. Il n'y a pas forcément beaucoup de relief, donc il est facile d'utiliser une seule et même race croisée, en l'occurrence aujourd'hui. Mais voilà, aujourd'hui, ils ont besoin de nos races allaitantes, pures, pour pouvoir améliorer leur race croisée. Donc voilà, c'est toute la crédibilité du travail qu'on fait aujourd'hui. Je parle encore une fois d'un point de vue génétique et traditionnel dans les méthodes d'élevage. Et quand je vais au restaurant, je vois des voisins qui demandent de l'Angus, et de l'Angus qui ne vient pas d'Irlande, mais qui vient d'Allemagne, et ils ne le savent même pas. Oui, non, mais ça c'est... Ils ne demandent pas la limousine. Non, mais parce qu'ils ne la connaissent pas assez, qu'on a tout intérêt à continuer à travailler là-dessus. Je pense qu'Interbev avait une campagne de pub qui était judicieuse sur les viandes racées.
Et ça, je pense que c'est symbolique, quoi. La France, c'est ça, c'est cette diversité. Il faut qu'on travaille là-dessus. La France, c'est, je suis désolé, hein, c'est pas l'Angus, c'est pas l'Airford, c'est la Limousine, la Charolaise. Voilà, moi, j'ai été élevé dans une famille d'éleveurs charolais depuis 5 générations. Je travaille avec grand plaisir et grand épanouissement aujourd'hui pour la Limousine. Voilà, ma culture à moi, c'est la diversité des races. Aujourd'hui, j'en parle avec passion, sans aucune concurrence entre une race et une autre. On a des qualités d'élevage chez les unes qu'on ne trouve pas forcément chez les autres, des qualités gustatives, des performances d'engraissement. Voilà, tout ça c'est la France, c'est cette diversité-là. Donc voilà, on le travaille, on est relayé par nos organismes de promotion interprofessionnelle des viandes et voilà, et nos éleveurs sont derrière pour surtout faire un travail colossal, quoi. Une petite parenthèse, vous avez cité l'exemple du consommateur au restaurant qui va prendre de l'angus. Il y a déjà effectivement une image qui est renvoyée, qui fait rêver, donc on essaye effectivement de le faire avec notre côté français atypique, justement, d'avoir des races à défendre qui représentent un terroir, comme ça vient d'être dit. Mais il y a aussi une ambiguïté quand même du consommateur qu'il faut garder à l'esprit. Et c'est ça aussi qui fait que certaines enseignes vont partir sur de multimarques. C'est que le même consommateur, il va aller dans une grande surface, alors en ce moment c'est un petit peu plus compliqué, hein. Il va dans une grande surface, il va vouloir du français, certains vont vouloir du bio, certains, voilà, chacun a un peu sa philosophie. Par contre, on se rend compte que le même consommateur qui vient au restaurant, il achète un moment plaisir et un moment de convivialité, et à la limite, l'origine du morceau, ça l'importe beaucoup moins. Il sait qu'il va aller dans un restaurant. Pour lui, il va bien manger, il va manger un bon morceau. Et ça, on ne peut pas le retirer, quelle que soit l'origine. Les restaurateurs savent le mettre en valeur. Donc c'est vrai que de notre côté et du côté des entreprises, c'est pas évident non plus de répondre à, d'un côté, ces exigences de local, et puis de l'autre côté, en restauration, à avoir toujours un approvisionnement qui est à plus de 60% non français. Vous pouvez regarder combien il y a de personnes qui demandent l'origine d'une viande à table. Bon, alors nous, on n'est peut-être pas représentatif parce que, étant dans la filière, systématiquement, on se pose la question. Le consommateur lambda, il n'y fait pas attention. Il vient acheter un moment plaisir. Et dernier élément, c'est pour ça que vous retrouvez dans la communication Interbev sur le label, c'est justement axé sur ces moments de plaisir et de convivialité et de mettre en avant nos races. Alors, c'est pas simple, et on arrive à la fin de l'émission, on va le traiter. Jusqu'à présent, il pouvait y avoir de la concurrence entre les races, il pouvait y avoir la concurrence entre les pays, entre les labels. Maintenant, il y a la concurrence avec la viande artificielle, et il ne faudrait pas la sous-estimer, parce que les géants du numérique qui arrivent justement en mettant quelques millions, voire plus, sur la table, ça devient aujourd'hui une véritable inquiétude pour les éleveurs. Martial? Tout à fait, quand on voit aujourd'hui, quand on entend parler de tout ce qui est viande artificielle et tout, ça nous fait peur. Parce qu'aujourd'hui, la vache, c'est quoi? C'est un animal qui va transformer de la protéine végétale en protéine animale. Elle valorise nos terroirs et nos territoires où on ne peut pas cultiver de blé, où on ne peut rien faire d'autre dessus. Et je pense qu'aujourd'hui, la France n'aura plus le même paysage sans nos bovins. Je pense qu'aujourd'hui, la race allaitante française, quelle qu'elle soit, c'est, je pense, la meilleure génétique du monde. Quand on voit les OS, les bovins croissance, on a toujours travaillé depuis des années et des années pour retrouver cette génétique. Et aujourd'hui, on voudrait la remplacer par un bout de viande où on ne sait même pas ce qu'il y aura dedans, quoi. Qui n'est pas de la viande. N'en est pas, et qui est ultra transformé. Donc là aussi, ambiguïté, sous couvert de bilements environnementaux et autres qui restent d'ailleurs à démontrer, on est vraiment sur des produits ultra transformés. Alors que c'est... D'ailleurs, ce qu'on peut peut-être nous reprocher aussi dans la filière, c'est qu'on est souvent sur des morceaux piécés, braisés, cuisinés rapidement ou hachés. On n'a pas énormément de transformation, et par contre, ces produits que vous évoquez, il faut bien se dire que c'est de l'usine et c'est de l'ultra transformé. Vous n'arrivez même pas à les nommer. Parce qu'effectivement, je ne peux pas, en tant qu'interpro, utiliser le mot pour ces produits. Mais demain, ils viendront peut-être ici aller voir, justement, pour aller acheter les meilleures cellules, la meilleure génétique, parce que quelque part, à la base, il y a quand même une cellule qu'on cultive in vitro. Vous êtes prêts à les recevoir ? Ça ne va pas ressembler à grand-chose, un concours de cellules sur le ring. Il y aura peut-être un concours, justement, avec de la génétique en tube à essai. Le problème, c'est que si nous, on ne la vendra pas, il y en a d'autres qui le feront. Et ils ne gagneront pas. Il y a beaucoup de pays qui avancent très vite. Ils le feront, mais sans moi, ça c'est clair. Mon travail, c'est pas ça aujourd'hui, c'est de valoriser la génétique sur pied. Mais voilà, encore une fois, je tiens vraiment à ce que les éleveurs se responsabilisent dans l'accueil du public, leur montrer un peu qu'on travaille sur du
du vivant, du bien-être animal et que c'est fondamental pour avoir de la viande de qualité. On a vraiment un travail d'éducation du grand public pour stopper l'agribashing et pour stopper le mauvais média. Là, vous m'avez fait une super pub pour Made in Viande 2021. Hein. On n'a pas pu le faire en 2020. 2021, on ouvre un maximum de fermes. C'est sûr que c'est capital. On ne peut pas passer notre temps à dire on subit des attaques et pas montrer ce qu'on fait au quotidien. Communication, qualité et résistance un peu, j'ai bien senti. Martial Auster, Olivier Rambert, Franck Bellacca et Pascal Cardax. Merci beaucoup et puis surtout merci à vous. Merci. Merci.